Messieurs, bonjour. Nous revoilà. Bon, la dernière vidéo, c'était Maroc-Maghreb. Aujourd'hui, un autre sujet, autrement plus sensible. Là, c'est Maroc-Algérie et bien évidemment, la question du Sahara occidental, non, marocain. Marocain, pourquoi? Parce que, déjà je suis marocain, donc par définition. Mais bon, n'allons pas plus vite que la musique. Alors voilà, je vais surtout expliquer le perçu du Marocain lambda par rapport à cette affaire. Je vais commencer par la fin, c'est très simple. Pour un Marocain, le Sahara est marocain, a toujours été marocain et restera marocain. Pour nous, c'est une question nationale, c'est une question de vie ou de mort. Maintenant, pour l'Algérien aussi, c'est une question de vie ou de mort. Mais ça dépend pour qui. Au Maroc, c'est une question primordiale du simple petit citoyen jusqu'au sommet du trône. En Algérie, c'est une question de vie ou de mort. Pour la Camarilla, la Cosa Nostra et les parrains qui gèrent le pays. Ah oui, ils ont fait une question primordiale parce que c'est une question de survie pour le système. Donc, dès le début, c'est complètement différent. Je ne crois pas que pour l'Algérien moyen, celui qui se prend la tête avec les files d'attente, pour lui, l'essence, le lait, tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, l'essence, peut-être pas, parce que au prix où il coûte chez eux et au prix où il coûte chez nous. Ceci dit, entre parenthèses, nos amis algériens, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça coûte chez nous. Bon, là n'est pas le sujet. Je disais donc, pour le Marocain moyen, c'est une question de mémoire collective. Pour nous, le Maroc, il fut un temps où il allait jusqu'au fleuve Sénégal. Sahraouis, ils nous connaissent, on les connaît. Chers amis algériens, au cas où vous ne le sauriez pas, au jour d'aujourd'hui, il y a encore des Sahraouis qui appellent notre roi Sidna. Au jour d'aujourd'hui. Parce que ça l'a été pendant des siècles. Ça, d'un côté. De l'autre côté, il faut le savoir aussi, c'est que les 3/4 des dynasties qui ont gouverné le royaume sont issus du sud. Donc je dirais presque que c'est pas le Sahara marocain, c'est le Maroc sahraoui. Ça a été comme ça depuis des siècles et des siècles. Et si on en arrive à l'histoire contemporaine, vous voyez la marche verte, la fameuse marche verte. Tout le monde en a entendu parler. C'est un acte fondateur. Entre parenthèses, pour la petite histoire, ils étaient 350 000. Vous savez pourquoi ils étaient 350 000? Encore une idée de génie de Sa Majesté Hassan II. Parce qu'à l'époque, il avait demandé quelle était la génération d'une année, c'est-à-dire combien de personnes naissaient par an. On lui a annoncé 350 000. Il a dit, bon, je peux mettre une génération. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une marche de 350 000. Voilà la petite histoire aussi qu'ont fait les Algériens. Immédiatement, un jour d'Eid, en plein Eid,
Ils ont viré 350 000 Marocains d'Algérie, du jour au lendemain, sans explication. Comme certains le racontent, il y en avait, ils avaient le mouton encore accroché au mur, et ils étaient transportés dans des autocars, dans des camions, virés, jetés à la frontière. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc, pour remettre les choses dans leur cadre historique, il faut se rappeler que au moment où cette affaire éclate, on en est encore au bloc de l'Est et au bloc de l'Ouest. Donc ça faisait une première rivalité. Deux, pour essayer de... Parce que pour le Marocain, c'est difficile. C'est difficile, c'est sincèrement difficile. Parce qu'on sent une espèce de haine, de rancœur, je ne sais pas comment l'appeler, de ces gouvernants algériens. On ne sait pas trop d'où ça peut venir à ce niveau-là, quoi. Parce que c'est devenu épidermique. J'avais lu il y a déjà des années un article dans Jeune Afrique qui expliquait, enfin, il essayait de donner une explication à ce ressenti justement, que les trois quarts des grands patrons militaires contemporains, je veux dire des années 70, 80, les trois quarts sont morts, il en reste quelques-uns, Dustin, Zal, Shangriha et autres, mais les trois quarts sont morts. Ces gens-là, à l'époque, c'est eux qui ont fait la fameuse guerre du Sahara, Amgala, etc., etc. Et comme ils s'étaient fait battre, ils ont gardé cette espèce de rancœur, après dire, ce n'était qu'une bataille, les frontières ont repris leur place, et en plus, vous avez gardé Tindouf. Si la race actuellement est à Tindouf, c'est pas un hasard, hein. Les Algériens, ils les ont foutus là exprès, parce que Tindouf, c'était marocain jusqu'à hier. Mais bon, on n'est pas rancunier. On veut juste vivre tranquillement dans nos frontières. Et nos frontières, ils vont jusqu'à Guelgalat, le Gouéra, de Tanger jusqu'en bas. C'est tout. Et pour vous, c'est à se poser la question. Mais bon, la réponse, parmi les réponses, ces gens-là, ces mêmes gouvernants, voulaient absolument avoir une épine dans le pied du voisin. Normal, c'est une rivalité. Faut pas qu'il se développe plus vite. Pas qu'il aille plus vite. Ça a marché. Ça a marché. Il n'y a rien à dire. Jusqu'à il y a quelques années. Ça a bien marché. On s'est tous pris la tête avec l'histoire du Sahara, avec la politique étrangère et tout. L'OUA, l'ONU. Et depuis quelque temps, les choses changent. Les choses bougent. Avec Hassan II, c'était la politique politicienne. Avec Mohamed VI, c'est l'efficacité d'abord. C'est l'économie. C'est Morocco first. Et ça a donné de sacrés résultats. Ça a donné de sacrés résultats. Demandez à Hicham Aboud, il a été visiter les Younes Mara et autres. Demandez aussi à d'autres Algériens qui ont été visités. Un développement impressionnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'attend rien. Donc, chers amis algériens, on n'attend rien, ni de la communauté internationale, ni de qui que ce soit, ni de l'UA, ce que vous voulez, l'ONU, etc. On y est, on y reste. Ça se développe. Vous, pour l'instant, vous y êtes encore.
l'autodétermination, etc. Les peuples, les machins. Pour vous aussi, ça a marché durant des années. Pourquoi? Parce que juste après la dépendance, vous étiez auréolé de l'esprit révolutionnaire. Vous avez été, comme on dit, la Mecque des révolutionnaires. Et dans les années 70 et les années 80, ça a explosé de partout. Vous étiez au sein des non-alignés une grande puissance avec un grand poids. Donc ça engendrait pas mal d'amitiés en Afrique, en Amérique latine, dans les pays du bloc soviétique. Tout ça a fait que vous avez pris quelques petits mercenaires, armés au début par notre ami Kadhafi, qui lui, il avait le fric pour, et vous en avez fait un peuple vaillant, tout un monde. Vous en avez fait un pays, virtuel, mais un pays, avec un président, des ministres, et tout ce qu'on veut. Petit intermède concernant Kadhafi. Kadhafi, effectivement, au début, c'est lui qui... révolutionnaire, lui aussi, bon, c'est pas la peine d'en parler, qui armait le Polisario. Après, bon, c'est l'Algérie qui reprendra la main, mais bon, au début, c'est Kadhafi. Ah, lui, il a été vite neutralisé. Encore une fois, notre grand roi Hassan II, lui, il savait y faire avec ce genre de personnes. Un beau jour, c'est le traité d'Oujda, 1984, l'Union, ils ont appelé ça. L'Union, elle a duré le temps que Kadhafi, il coupe les vivres à la fameuse race, point, parce que, à part ça, il ne s'est rien passé. Depuis, on espère reprendre sur de bonnes bases avec les nouveaux Libyens. Donc, je reviens à cette période-là. Effectivement, l'Algérie, auréolée. Et donc ça a très bien marché. Des dizaines de pays ont reconnu la RASD. Des dizaines. Et voyons voir où on en est. C'est très simple. La RASD est à l'image de ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Quel poids? C'est terminé tout ça. Nous sommes à l'ère du mondialisme. Nous sommes à l'ère de l'efficacité. Aujourd'hui, quand les autres pays vous regardent, ils regardent d'abord leurs intérêts. Et ça, le Maroc, il l'a compris il y a une vingtaine d'années. Et nous avons la chance d'avoir un roi qui est de formation économique et financière, qui s'est appliqué d'abord à développer le pays. Et le résultat est impressionnant, époustouflant. Des projets comme Tanger-Med, ou TGV, des centaines de kilomètres d'autoroutes. Pour vous donner une idée, jusqu'à Hassan II, je crois qu'à sa mort, on avait encore l'autoroute, je ne sais pas si on avait Marrakech. On avait Casaraba, la fameuse autoroute Casaraba. Et on avait le train navette rapide, le TNR, ils appelaient ça, entre Casaraba. Depuis, si vous demandez à n'importe quel immigré africain qui sont ici chez nous, et il y en a des milliers, et vous direz, ils sont déjà pratiquement en Europe, ils n'ont pas encore traversé le détroit, mais ils y sont pratiquement. Est-ce qu'on a de la pauvreté et tout? Bien sûr qu'on a de la pauvreté. Est-ce que les Américains ont de la pauvreté avec des SDF? Bien sûr qu'ils en ont.
Parce que si on raisonne comme ça, on fait rien. Par contre, chez vous, chers amis, 1000 milliards plus tard, 1000 milliards plus tard, vous savez qu'il y a des économistes qui ont calculé que si on prenait l'Algérie, on faisait tout exploser, on rasait tout, avec 2 bombes, on rase tout, on reconstruit tout. Il restera encore du fric. Vous pouvez nous expliquer là, comment vous réussissez ça? Bon, revenons à l'histoire du Sahara. Depuis les victoires diplomatiques, au début elles tombaient une par une, aujourd'hui c'est l'avalanche. C'est l'avalanche. Depuis la reconnaissance américaine, n'en parlons même pas. Erreur flagrante de votre part, l'histoire de Guelgagat. Venir titiller l'unique point de passage entre le Maroc et l'Afrique, c'était pas vraiment une bonne idée. C'était évident d'ailleurs. C'est se demander qui gouverne chez nous. Est-ce qu'ils ont un cerveau, où ils réfléchissent, ou comment ils raisonnent? Vous faites que des erreurs. Erreur sur erreur sur erreur sur erreur. Vous aviez du poids. Tant qu'il y avait du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, c'est la crise en Ukraine. Tout le monde se tourne vers vous. Malheureusement, ils ont beau pomper, comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut pas donner plus qu'elle a. Et en plus, vous vous tirez une balle dans le pied. Et encore, je ne sais pas si c'est le pied, si c'est pas la tête. Il y avait un gazoduc, il était là. Mais Raymond, et hop, allez, on arrive, on va couper les ponts, allez, on arrête. Regardez votre grand frère, Poutine, il est en pleine guerre, avec pratiquement tout l'Occident. Il a coupé le gaz, lui? Ben non. Money is money. Revenons donc au sujet principal, à l'histoire du Sahara. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Rien. Pour nous, tout est normal. Si vous allez au Sahara, et des villes marocaines, normales, comme toutes les autres villes, développées, épanouies, avec des élus locaux, des Sahraouis, des gens qui parlent hassani. Normal, ils vivent leur vie, il y a des élections, il y a une vie politique, il y a une vie économique, il y a des usines, il y a tout, quoi. Pour nous, tout se passe le plus normalement du monde. Alors quand vous avez, soi-disant, Polisario, qui en est au communiqué 500 et quelques, soi-disant, de son armée, je sais pas, vous pouvez demander à n'importe quel Marocain, on n'est pas au courant, hein, je sais pas avec quoi il tire. C'est des lance-pierres, c'est quoi? On comprend pas trop. Ils crèvent la dalle, les pauvres. Tant que l'Algérie avait du fric, ça va, ils étaient heureux. Il y avait de quoi payer leurs ambassadeurs, leurs ministres, leurs machins. Il y avait de quoi maintenir toute une armée de diplomates dans le monde entier. Mais depuis, les ressources, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Hein? À vous de voir. Pour nous, on y reste. Vous, le problème, c'est que durant un demi-siècle, le fameux système a basé toute sa politique sur cette histoire du Sahara.
Alors maintenant, pour eux, ça devient problématique. Je suis sûr que la principale question, c'est comment s'en sortir. Comment sortir de cette histoire-là? J'avoue que j'ai aucune idée. Vu qu'ils ont raconté à leur peuple pendant un demi-siècle que c'était vraiment la question primordiale, Et là, depuis 2-3 ans, c'est carrément l'hystérie. Là, vraiment, c'est carrément l'hystérie. Même à l'époque des Bouteflika et avant Bouteflika, il y avait des gens costauds, il y avait des Belfré, des Lamari, des Toufir, c'était pas des rigolos. Mais il y avait encore le sens de la diplomatie, le sens de la retenue. Ils faisaient leur boulot, on faisait le nôtre. Il y avait un certain respect. Quand vous prenez deux adversaires sur un ring, ils se battent, mais il y avait un certain respect. Là, depuis 2-3 ans, là, les rigolos qu'il y a, vu qu'ils perdent tout, ils sont mauvais perdants. Ils jouent avec des trucs qui les dépassent largement. Ils sont pas à la hauteur. Un Tebboune, c'est pas un homme d'État. C'est pas un homme d'État. Même Bouteflika, je crois, sur sa chaise roulante, il était meilleur. Enfin bon, les amis, sincèrement, en tant que Marocain, ce qu'on aimerait, nous, c'est qu'il y ait un grand Maghreb. Nous, on veut faire des affaires, c'est tout. On veut que tout le monde bosse. L'idée, c'était que vous aviez l'énergie, on a l'agriculture, les Tunisiens ont leur économie qui est très très bien, enfin qui a été très très bien à l'époque. Bon, là ils sont dans une mauvaise passe, mais bon, je suis certain qu'ils s'en sortiront. On aurait pu faire quelque chose de bien. Et aujourd'hui, il faut être un bloc. Il faut être un bloc pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir survivre même. Même en Afrique noire. Vous avez la CEDEAO, vous avez tout un tas d'associations. On est les seuls, comme l'a déjà expliqué Sa Majesté Mohamed VI, on est les seuls dans toute l'Afrique. C'est chaud, hein. Il faudrait peut-être passer à autre chose. Il serait peut-être temps d'essayer autre chose. Et tout le monde y gagnerait. Bon, les amis, je vois que cette fois-ci, mais bon, des sujets pareils, on pourra en parler pendant 3 heures d'affilée. Avant de partir, et pour comprendre le sujet globalement, allez voir ma dernière vidéo. Allez, salut, à ciao.